Bien avant Salma Hayek et Jennifer Lopez, une femme régnait sur Hollywood, surnommée le plus beau visage de l'histoire de l'humanité. Mais oubliez les contes de fées sur une étoile chanceuse. La vie de Dolores Del Rio, c'est un thriller politique. Aristocrate échappée d'une révolution sanglante, elle a refusé net de jouer les latinas vulgaires, forçant l'Amérique à la vénérer comme une déesse. Mais quand elle a entamé une liaison avec le génial Orson Welles, sa vie est devenue un enfer. Le chef du FBI, Edgar Hoover, l'a personnellement inscrite sur les listes noires comme menace communiste. L'Amérique, qui hier encore lui baisait les pieds, l'a expulsée du pays, lui interdisant l'entrée pendant 9 longues années. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les archives secrètes et découvrir comment la reine exilée a orchestré la vengeance la plus brillante de l'histoire du cinéma, prouvant que le calcul froid est plus redoutable que n'importe quel pistolet. Acte 1. Chasse aux sorcières et cœurs brisés. Pour saisir l'ampleur réelle de Dolores Del Rio, il faut balayer d'emblée le conte sucré de la nostalgie du pays natal. En 1942, alors que le monde est en flammes à cause de la Seconde Guerre mondiale, Dolores Del Rio quitte Hollywood, non pas par manque de tacos mexicains. Elle ne part pas simplement, elle évacue. Son départ n'est pas un mélodrame d'une étoile déclinante, mais un thriller politique, écrit dans les bureaux du FBI. Au début des années 40, Dolores se retrouve au cœur d'une tempête parfaite. D'un côté, sa carrière stagne, mais ce n'est que la moitié du problème. La vraie menace vient de sa vie personnelle, devenue soudainement une question de sécurité nationale pour l'Amérique. Au centre de cet ouragan se tient Orson Welles, le Golden Boy d'Hollywood, le génie derrière Citizen Kane et accessoirement un homme que le gouvernement américain considère comme un radical dangereux. Leur romance est le sujet le plus discuté à Los Angeles. C'est une alliance de glace et de feu. L'aristocrate impeccable et réservé Dolores et le chaotique, explosif Wells, plus jeune qu'elle de 10 ans. Orson la qualifie de plus belle femme de l'histoire de l'humanité et en est obsédé. Mais cet amour est toxique. Wells entraîne Dolores dans le tourbillon de son activisme politique. Il soutient ouvertement les antifascistes, fréquente les communistes et critique trop bruyamment le système américain. Pour le directeur du FBI, John Edgar Hoover, quiconque partage le lit de Wells devient automatiquement suspect. Dolores Del Rio, habituée au flash des caméras, ressent soudain un autre regard sur elle, froid et perçant, celui des services secrets. Son nom commence à apparaître dans les rapports sur les éléments subversifs. Elle assiste à des événements en soutien aux réfugiés républicains espagnols, ce qui, aux yeux de l'élite américaine paranoïaque, équivaut à soutenir la peste rouge. Les producteurs hollywoodiens, sentant le vent politique tourner, commencent à lui fermer poliment mais fermement les portes. Ils n'ont pas besoin d'une Mexicaine à problème suivie par une traînée d'agents. La situation s'aggrave avec l'effondrement personnel. La relation avec Wells, commencée comme une féerie de passion, se brise sur son infidélité et son instabilité. Orson peut lui jurer un amour éternel le matin, puis disparaître pendant une semaine le soir. Pour une Mexicaine fière, élevée dans les strictes traditions de l'Église catholique, une telle humiliation est insupportable. Le point final n'est pas un scandale retentissant, mais une prise de conscience silencieuse. Dans ce pays, elle n'est plus une déesse. Ici, elle est une étrangère suspecte et une femme trompée. Elle fait ses valises non pas comme une touriste, mais comme une fugitive. Quand le train l'emporte vers le sud, loin des collines d'Hollywood, Dolores sait qu'elle brûle ses ponts. Elle laisse derrière elle un manoir avec piscine, son statut de latina la mieux payée et un homme qui lui a brisé le cœur. Beaucoup, à ce moment-là, la considèrent finie. Les mauvaises langues chuchotent qu'elle part au Mexique pour s'éteindre dans l'oubli, car pour les actrices de près de 40 ans, la route ne mène qu'au cimetière de l'histoire. Mais ils se trompent. Dolores ne part pas pour mourir, elle part pour renaître. L'Amérique l'a rejetée, effrayée par son indépendance et ses liens politiques, mais cette peur du système confirme sa force. Elle rentre chez elle non pas vaincue, mais en colère et prête à prouver qu'Hollywood n'est pas le monde entier. Cependant, avant de devenir une icône du Mexique, elle doit gravir un long chemin vers le sommet dans les États, où elle devra accomplir l'impossible, faire en sorte que les racistes l'aiment plus que leur propre star blanche. Et tout cela a commencé bien avant sa rencontre avec Wells,
lorsque la jeune Dolores a décidé de défier le stéréotype le plus humiliant de la machine à rêve. Acte 2. L'antilupe. Comment Dolores a détruit le stéréotype de la femme facile. Dans les années 20, Hollywood avait une recette simple et cynique pour les actrices latino-américaines. Si tu avais la peau mate et un accent, ton rôle était celui de la latine épicée, un archétype humiliant. Une fille criarde, vulgaire, obsédée par le sexe, qui dans une scène embrasse passionnément et dans une autre jette des assiettes dans une crise d'hystérie incontrôlable. La reine de ce rôle était Lupe Vélez, connue comme la Mexican Spitfire. Lupe jouait le jeu. Elle relevait ses jupes, dansait sur les tables et divertissait le public blanc avec sa sauvagerie. Dolores Del Rio a choisi une autre stratégie. Elle a décidé non seulement de refuser ce rôle, mais de l'annihiler complètement. Son approche était révolutionnaire pour l'époque. Elle a opposé à l'image de la servante ardente celle d'une aristocrate inaccessible. Dolores est devenue l'anti-Lupe. Si Lupe Vélez était un feu dévorant tout sur son passage, Dolores Del Rio était un marbre froid. Elle a fait sentir aux Américains qu'ils étaient des barbares incultes à côté d'elle. Une aversion psychologique géniale. Au lieu de tenter de s'assimiler et de devenir l'une des leurs, Dolores soulignait sa différence, mais la présentait comme un signe de noblesse supérieure. Elle se comportait comme une reine européenne en exil, par hasard parmi les parvenus de Californie. Les producteurs étaient d'abord perplexes. Ils ne savaient pas dans quelle case la ranger. Elle était trop belle pour les rôles de paysanne et trop exotique pour ceux des ménagères américaines typiques. Alors les publicitaires lui ont collé l'étiquette d'aristocrate espagnole pour contourner les préjugés raciaux contre les Mexicains. Mais Dolores n'a jamais eu honte de ses origines. Par sa prestance, sa façon de parler et son style impeccable, elle a redéfini la notion de mexicaine dans l'imaginaire collectif. Elle a lancé la mode de l'exotisme raffiné. Les Américaines blanches, qui la veille encore regardaient les immigrés avec mépris, se sont mises à acheter en masse de la poudre foncée et à teindre leurs cheveux en noir, essayant de copier le look Dolores. Elle a prouvé que la peau mate pouvait être un signe d'élitisme, non de pauvreté. Son visage, aux pommettes parfaites et aux yeux immenses, est devenu un canon de beauté, effrayant par sa perfection. Marlène Dietrich l'a qualifiée de plus belle femme d'Hollywood, et John Crawford enviait sa grâce naturelle. Dolores a détruit le stéréotype de la disponibilité des femmes latino-américaines. À l'écran, elle jouait souvent des rôles tragiques et élevés, où le sexe n'était pas un divertissement bon marché, mais un acte sacré ou une malédiction fatale. Elle ne divertissait pas le public, elle lui permettait de l'admirer. Cette distance a créé autour d'elle une aura d'intouchabilité. Personne n'osait lui taper sur l'épaule ou faire une blague grivoise en sa présence. Aux soirées hollywoodiennes, où régnait la débauche, Dolores apparaissait dans des robes de soirée impeccables, se tenait avec la dignité d'un sphinx et rentrait seule, laissant les hommes spéculer sur ses mystères. Ce succès n'était pas simplement de la chance, mais le résultat d'une autodiscipline de fer et d'une conscience de sa valeur. Dolores Del Rio a montré au monde entier que la dignité n'avait pas de nationalité. Elle a fait en sorte que l'Amérique vénère une Mexicaine non pas comme un objet sexuel, mais comme une déesse. Mais derrière ce masque de reine glaciale se cachait une histoire de perte qui a forgé ce caractère d'acier. Car avant de devenir la princesse d'Hollywood, elle a dû survivre à l'effondrement du monde réel dans lequel elle était née. Son aristocratie n'était pas un jeu. C'était une armure protectrice d'une fille qui avait vu sa maison brûler. Acte 3. Survivante dans le silence, la transition vers le cinéma parlant. En 1927, une catastrophe d'une ampleur biblique frappe Hollywood. La sortie du film Le chanteur de jazz marque la fin de l'ère du cinéma muet et le début d'une grande purge. Pour des dizaines de superstars, l'apparition des micros sur les plateaux sonne comme une condamnation à mort. C'est un véritable massacre. Des idoles de millions, dont les visages ornaient les couvertures de magazines, se retrouvent soudain à la rue, car leurs voix ne correspondent pas à leur apparence. Le grand amant John Gilbert possède un ténor aigu qui provoque des rires dans la salle, plutôt que de l'émoi. La diva polonaise Pola Negri, avec son accent est-européen rugueux, perd instantanément son charme mystérieux et sonne comme une immigrée malhabile. Il semble que le même sort attend Dolores Del Rio. Son anglais est loin d'être parfait et son accent mexicain est épais, traînant
et incurable. Les critiques affûtent déjà leur couteau, prêts à rédiger l'épitaphe de sa carrière, lui prédisant le destin d'une autre jolie poupée muette brisée par le sang. Mais Dolores Del Rio est une stratège, pas une victime. Tandis que ses collègues se consument dans l'hystérie ou font précipitamment leur bagage, elle accepte le défi. Elle comprend ce que d'autres actrices étrangères ne saisissent pas. Lutter contre l'accent est inutile. Il faut le transformer en atout. Elle ne tente pas de parler comme une ménagère de l'Ohio. Ce serait ridicule et absurde. Au lieu de cela, elle décide de faire de sa voix une extension de son image exotique. Dolores engage les meilleurs professeurs de chant et de diction, non pas pour se débarrasser des intonations mexicaines, mais pour les ennoblir. Elle travaille le timbre, la respiration et la mélodie de son discours. Son objectif est de créer une voix qui ne sonne pas incorrecte, mais musicale. Elle parie que le public américain, lassé des dialogues plats, voudra entendre quelque chose de différent, une voix de sirène, envoûtante et promettant des plaisirs interdits. Le moment clé est le film Évangeline. C'est une œuvre de transition, partiellement muette, mais avec des insertions musicales et des effets sonores. Les producteurs, doutant de sa capacité à parler, lui permettent de chanter, et c'est échec et mat. Quand le public entend son chant profond et velouté, la question de l'accent disparaît d'elle-même. Son anglais imparfait, combiné à un timbre sensuel, crée un effet hypnotique. La chanson Ramona, enregistrée pour le film du même nom, devient un succès, et les disques de sa voix se vendent par millions. Dolores Del Rio réalise l'impossible. Elle survit à la révolution technologique qui a détruit ses rivales. Elle prouve que le son peut non seulement tuer le mystère, mais aussi l'amplifier. Alors que d'autres étrangers à Hollywood, comme l'allemande Marlene Dietrich, construisent leur image sur une froideur distante, Dolores utilise sa voix pour ajouter chaleur et passion. Son accent cesse d'être perçu comme un signe de seconde classe. Au contraire, il devient le marqueur de son unicité. Les producteurs comprennent, cette femme est une mine d'or. Elle peut jouer, parler, chanter, tout en restant d'une beauté impeccable. Ses cachets montent en flèche. Au début des années 30, elle est l'une des rares stars de l'époque muette à non seulement maintenir sa position, mais à la renforcer. Elle se tient au sommet du monde, rayonnante et intouchable. Mais au coin de la rue, l'attend un nouvel ennemi, bien plus dangereux que les micros et les ingénieurs du son. L'Amérique change. Les années folles, avec leur liberté de mœurs, cèdent la place à l'ère de la Grande Dépression et d'un nouveau puritanisme. Les moralistes lancent une croisade contre la débauche au cinéma, et le corps parfait de Dolores Del Rio devient soudain une preuve à charge contre elle-même. Acte 4. Le scandale du maillot et le code Hayes. En 1933, l'Amérique est à l'aube d'un virage moral monumental. L'ère du jazz, avec ses jupes courtes et ses fêtes interminables, s'effondre sous le poids de la Grande Dépression. Le pays, terrifié par la pauvreté, cherche refuge dans le conservatisme et la religion. C'est à ce moment précis, alors que les vices de la censure se resserrent chaque jour un peu plus, que Dolores Del Rio décide de frapper un grand coup, marquant à jamais l'histoire de la mode et du cinéma. Le film s'appelle Vol à Rio. Aujourd'hui, on s'en souvient surtout comme le premier film où Fred Astaire et Ginger Rogers dansent ensemble. Mais en 1933, l'attraction principale pour le public n'est pas ce duo. Sur les affiches, c'est le nom de Dolores Del Rio qui brille. Et c'est elle qui orchestre une révolution silencieuse à l'écran, apparaissant dans le premier bikini du cinéma hollywoodien grand public. Ce n'est pas un costume vulgaire de burlesque, c'est un ensemble en satin blanc immaculé, révélant une bande de peau sur le ventre. Pour le public moderne, cela semble chaste, mais pour les spectateurs de l'époque, c'est un choc visuel. Dolores ne se contente pas de montrer son corps, elle expose une perfection physique qui effraie. Passionnée de sport, elle nage chaque matin et possède une silhouette digne d'une statue antique, loin des beautés molles de l'époque victorienne. Son apparition dans ce maillot a l'effet d'une bombe. Les hommes perdent la tête et les gardiens de la morale s'agrippent au cœur. Le problème n'est pas que Dolores ait l'air sale. Au contraire, elle semble trop divine, trop assurée, trop inaccessible. Ce n'est pas de la pornographie, c'est une esthétique de haut vol qui ne rentre pas dans les cadres puritains. En 1934, le tristement célèbre Code Hayes entre en vigueur
dictant strictement ce qui peut ou ne peut pas être montré à l'écran. Tout est interdit. Les baisers prolongés, les adultères et bien sûr, la nudité excessive. Pour de nombreuses actrices dont la carrière repose sur leur sex appeal, c'est la fin. Mais Dolores Del Rio déjoue encore une fois tout le monde. Si le code Hays interdit de se dévêtir, elle choisit de s'habiller de manière à ce que le monde entier en parle. Elle transforme les contraintes en art. Privée de la possibilité d'utiliser la sexualité explicite, Dolores mise sur un style impeccable et la haute couture. Elle devient la muse des plus grands designers de l'époque, dont Elsa Schiaparelli. Ses robes, coupées en biais, épousent son corps comme une seconde peau, suggérant les courtes de manière bien plus subtile et érotique que n'importe quelle nudité. Elle introduit des coiffures strictes, presque architecturales, ramenant ses boucles volumineuses en un chignon lisse, soulignant ainsi ses pommettes parfaites. Cette image, stricte mais infiniment séduisante, fait d'elle une icône de style. Les magazines de mode la proclament la femme la mieux habillée du monde. Elle prouve que l'élégance peut être une arme plus puissante que la vulgarité. Dolores Del Rio enseigne à Hollywood un nouveau type de glamour. Elle montre que même dans une robe fermée jusqu'au cou, on peut être à couper le souffle. Elle bat les censeurs sur leur propre terrain, devenant un symbole de goût impeccable, inattaquable. Il semble que ses positions soient inébranlables. Elle est belle, riche, célèbre et à la mode. Cependant, derrière l'éclat des projecteurs et le froissement des tissus coûteux, une nouvelle menace se profile. L'économie de l'industrie cinématographique change. Les studios commencent à compter chaque centime, et bientôt, le nom de Dolores Del Rio se retrouve sur une liste plus redoutée que la peste. Une liste qui menace de détruire sa carrière à jamais. Acte 5. Poison du box-office. En 1938, un événement secoue Hollywood, considéré comme l'une des pages les plus honteuses de l'histoire du show business américain. L'influente Association des propriétaires de cinéma indépendants publie une lettre ouverte dans les journaux de l'industrie. Ce n'est pas juste une critique acerbe, mais une véritable liste noire publique. Les propriétaires de cinéma, pragmatiques et sans état d'âme, déclarent que plusieurs grandes stars touchent des cachets injustifiés alors que leurs films ne rapportent plus. Cette liste porte un nom meurtrier. Box Office Poison. Poison du box-office. Figurer sur cette liste, pour une actrice, équivaut à une mort professionnelle. C'est l'aveu officiel que le public ne t'aime plus, que ton visage sur l'affiche n'assure plus la vente des billets, mais au contraire, fait fuir les spectateurs. Et sur cette liste, parmi d'autres noms, en noir sur blanc, on lit Dolores Del Rio. Cependant, en regardant de plus près cette liste de la honte, la situation prend une toute autre allure. À côté de Dolores, on trouve les noms de Greta Garbo, Marlène Dietrich, Joan Crawford, Katharine Hepburn et Mae West. Ce n'est pas une liste de médiocres, c'est une liste des plus grandes icônes de l'époque dont l'éclat est devenu trop intense pour une Amérique en mutation. Un pays qui émerge de la Grande Dépression et sent le souffle de la guerre imminente, fatigué des déesses inaccessibles. Le public ne veut plus voir des aristocrates européens glaciales ou des beautés exotiques en plumes. L'Amérique veut voir la fille d'à côté, simple et compréhensible, comme une tarte aux pommes. Pour Dolores Del Rio, c'est un moment de vérité. Le problème n'est pas qu'elle ait vieilli ou perdu son talent. Le problème, c'est qu'Hollywood a épuisé son imagination. Les scénaristes lui proposent sans cesse les mêmes rôles. Des beautés languissantes dans la jungle, des amantes tragiques en soie, ou des figures décoratives dont la seule tâche est de se tenir joliment dans le cadre. Elle est devenue prisonnière de sa propre beauté. Sa perfection, autrefois fascinante, irrite désormais par sa fixité. La plupart des actrices de cette liste paniquent. Katharine Hepburn doit racheter son contrat et partir à Broadway pour se réhabiliter. Marlène Dietrich se met à tourner dans des westerns pour casser son image pompeuse. Joan Crawford fait un scandale et change de studio. Et Dolores, elle garde le calme glacial d'un joueur d'échecs voyant le mât en 3 coups. Elle ne frappe pas aux portes closes. Elle ne supplie pas les producteurs de lui donner un second rôle ou de réduire son cachet à un minimum humiliant. Dolores Del Rio voit la situation de manière stratégique. À Hollywood, elle n'a devant elle qu'un lent déclin. Des rôles de mère des héros, puis de grand-mère, et enfin l'oubli total.
C'est le chemin emprunté par des centaines de stars du cinéma muet, finissant leur jour dans la misère et l'oubli. Mais Dolores a un atout que Garbo ou Dietrich n'ont pas. Elle a une patrie qui vit alors un incroyable essor culturel. Tandis qu'Hollywood la rejette comme poison, une véritable révolution artistique se prépare au Mexique. Artistes, écrivains et réalisateurs créent un nouveau mythe national, et ce mythe manque désespérément d'un visage. Dolores comprend. Mieux vaut être reine à Mexico que star déchue à Los Angeles. Elle voit le label poison du box-office non comme une insulte, mais comme un signal d'action. C'est le fameux coup de pied magique qui la pousse à envisager un retour. Elle décide de faire l'acte le plus audacieux de sa vie, quitter la fête avant d'en être chassée. Au lieu de se battre pour l'attention d'un public américain qui ne l'aime plus, elle choisit de conquérir un nouveau public. Elle ne fuit pas l'échec, elle se dirige vers un nouvel objectif. Dans sa tête, un plan mûrit déjà pour utiliser son expérience hollywoodienne, ses contacts et son nom pour bâtir une industrie là où elle n'existe pas encore vraiment. Elle quitte le pays la tête haute, laissant derrière elle des illusions brisées et la liste du poison. Devant elle, une rencontre l'attend avec quelqu'un qui verra en elle non pas une poupée exotique, mais une femme vivante, capable d'incarner l'âme d'une nation entière. Mais pour devenir l'icône du Mexique, elle, aristocrate jusqu'au bout des ongles, devra faire l'impensable, descendre des cieux sur terre et enfiler des haillons. Acte 6. Opération Retour, naissance de l'âge d'or. Quand Dolores del Rio descend du train à Mexico, beaucoup s'attendent à voir une femme brisée, venue panser ses plaies après son exil hollywoodien. Les sceptiques, impatients de voir l'échec de la fille prodigue, se trompent lourdement. Dolores revient non pas en réfugiée, mais en général, prête à remettre de l'ordre dans une armée désorganisée. Le cinéma mexicain de l'époque est provincial. Il tente de copier pitoyablement Hollywood, avec des comédies musicales et des mélodrames dans des décors en carton-pâte. Dolores, formée à l'école de la MGM, voilà non pas un problème, mais une niche vide. Elle apporte avec elle ce qui manque cruellement au Mexique. Une discipline professionnelle de fer, une compréhension de la lumière et surtout, la conscience que le cinéma n'est pas une attraction de foire, mais un outil de création de mythes. Mais pour réaliser ses ambitions, elle a besoin d'un architecte. Et le destin, avec son humour noir, la met en contact avec un homme qui, selon toute logique, aurait dû être son pire ennemi. Cet homme, c'est Emilio El Indio Fernandez. C'est une alliance conclue, sinon en enfer, du moins au purgatoire. Emilio Fernandez est un nationaliste fervent, un révolutionnaire, un rustre qui porte un pistolet et méprise tout ce que Dolores représente. Elle est blanche, riche, une aristocrate raffinée, dont la famille a tout perdu à cause de gens comme lui. Il incarne la force brute de la terre, elle, l'inaccessibilité céleste. Mais c'est précisément ce contraste qui allume l'étincelle du siècle d'or du cinéma mexicain. Fernandez cherche une muse capable de transmettre la tragédie et la grandeur du peuple autochtone. Mais il ne veut pas d'une actrice ordinaire du peuple, il lui faut une icône, un visage qu'on filme comme un paysage. Et il trouve cela en Dolores. Avec le génial directeur de la photographie Gabriel Figueroa, il crée la sainte trinité du cinéma mexicain. Figueroa éclaire comme les maîtres de la Renaissance, transformant le visage de Dolores en un masque de douleur et d'espoir. Fernandez lui fait oublier les manières hollywoodiennes. Pas de fossiles, pas de coiffure compliquée, juste la vérité brute, le soleil, la poussière et les ombres des nuages. Leur premier coup commun est le film Fleurs sauvages, Flore sylvestre. Ce n'est pas juste un film, c'est un manifeste visuel. Pour la première fois à l'écran, le Mexique apparaît non comme un ensemble de clichés folkloriques, mais comme une fresque épique digne d'une tragédie grecque. Dolores del Rio, qui a alors presque 40 ans, un âge où, à Hollywood, on met les actrices au rebut, éclot d'une beauté nouvelle et troublante. Elle introduit dans le monde chaotique du cinéma mexicain le perfectionnisme hollywoodien. Elle exige que l'équipe de tournage fonctionne comme une horloge. Elle apprend aux maquilleurs et éclairagistes locaux à travailler au niveau mondial. Elle ne descend pas au niveau de l'industrie, elle élève l'industrie à son niveau. Au lieu de jouer les mondaines, elle enfile le rebozo, une simple écharpe des femmes mexicaines. Ce morceau de tissu devient dans ses mains une cape royale. Elle fait de la pauvreté une esthétique. Elle montre que la souffrance de la femme mexicaine peut être majestueuse.
Les spectateurs, habitués à la voir en soie et diamants, sont stupéfaits. Ils voient à l'écran non pas une star, mais le Mexique lui-même, souffrant, fier et magnifique. Ainsi commence une époque où le cinéma mexicain remporte des prix dans les festivals internationaux et le monde découvre qu'au sud du Rio Grande, il existe un grand art. Dolores del Rio prouve que le poison des box-office dans un pays peut devenir un trésor national dans un autre. Mais le principal paradoxe est encore à venir. L'aristocrate qui n'a jamais connu le travail physique doit jouer un rôle qui deviendra le sommet de sa carrière et la plus grande imposture de l'histoire du cinéma. Elle doit devenir une indienne. Acte 7. Le paradoxe de Maria Candelaria. Dans l'histoire du cinéma mondial, difficile de trouver un exemple plus flagrant de casting inapproprié qui se soit transformé en triomphe retentissant. Choisir Dolores del Rio pour le rôle de Maria Candelaria relevait de l'absurde, selon toute logique. Imaginez, pour incarner une indienne pauvre des canaux marécageux de Xochimilco, méprisée par son propre peuple, on prend une femme dont la peau n'a jamais connu le soleil brûlant et dont les mains n'ont jamais porté de lourdes charges. Dolores était l'incarnation de l'aristocratie mexicaine blanche, une créole dont les ancêtres venaient d'Espagne. Sa peau de porcelaine et ses traits délicats étaient l'antithèse de la réalité qu'elle devait représenter. C'était comme demander à la reine d'Angleterre de jouer une charbonnière dans une mine. Les critiques s'attendaient à un échec. Ils se préparaient à voir une mascarade ridicule, où une dame riche joue à la pauvreté avec des tonnes de maquillage sombre. Mais ce qu'Emilio Fernandez, le réalisateur, a créé en tandem avec le caméraman Gabriel Figueroa en 1943 est devenu la plus grande mystification de l'art mexicain. Ils n'ont pas essayé de transformer Dolores en paysanne réaliste, cela aurait été vulgaire. Au lieu de cela, ils ont opté pour la mythologisation. Figueroa, génie du clair-obscur, filmait Dolores comme si elle était une statue d'une déesse aztèque animée. Il utilisait des filtres et des réflecteurs spéciaux pour que son visage rayonne d'une lumière intérieure sur fond des eaux sombres des canaux. Elle portait des vêtements simples en coton, mais les portait avec une telle majesté qu'ils semblaient être des habits rituels sacrés. Dolores del Rio a accompli un exploit d'actrice en renonçant à toutes ses techniques hollywoodiennes. Elle a éliminé de son arsenal la coquetterie, les sourires et les émotions complexes. Sa Maria Candelaria était presque muette. Son visage exprimait une douleur universelle et une pureté absolue. Dans la scène où son personnage est lapidé, le spectateur ne voyait pas seulement une femme, mais une martyre. Dolores a réussi à transmettre l'essence de la souffrance indienne à travers le prisme de la haute tragédie. Elle ne jouait pas la vie quotidienne, elle jouait le destin. Le paradoxe résidait dans le fait que la société mexicaine raciste, qui dans la vie réelle méprisait les indigènes et les considérait comme des citoyens de seconde zone, pleurait dans les cinémas sur le sort de Maria. Dolores a fait aimer à l'élite ce qu'elle détestait, en l'enveloppant dans une esthétique impeccable. Elle a rendu l'image de l'indienne à la mode, noble et digne de compassion. C'était un mensonge salvateur. Les vraies indiennes ne ressemblaient pas à cela et ne se comportaient pas ainsi, mais ce mensonge idéalisé a attiré l'attention du monde sur le Mexique. Le succès fut phénoménal. En 1946, alors que l'Europe se remettait à peine du cauchemar de la Seconde Guerre mondiale, le Festival de Cannes cherchait des films prônant l'humanisme. Maria Candelaria est arrivée au bon moment. Le film a remporté le Grand Prix, l'équivalent de la Palme d'Or actuelle. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un film latino-américain recevait la plus haute distinction lors du principal forum cinématographique mondial. Dolores del Rio, que Hollywood avait étiqueté comme poison des box-office, se tenait sur le tapis rouge à Cannes, recevant les ovations de l'élite intellectuelle européenne. Elle a prouvé que son talent était universel et indépendant de la langue ou du budget. Elle a transformé une histoire locale d'amour et de préjugés en un mythe universel. Cependant, ce triomphe avait un revers. Dolores avait placé la barre si haut qu'on la percevait désormais uniquement comme le visage de la nation. Mais au Mexique, une autre force se profilait à l'horizon. Une force qui était l'opposé total de son raffinement. L'étoile de Maria Félix s'élevait et le pays devenait trop étroit pour deux déesses. Une bataille de titans se préparait, où la glace devait rencontrer le feu. Acte 8. Le rideau de fer pour une étoile. La Seconde Guerre mondiale est terminée, mais pour Dolores del Rio, une autre guerre commence. Froide,
bureaucratique, absurde. À la fin des années 40, les États-Unis s'enfoncent dans la paranoïa du macartisme. La chasse aux sorcières qu'elle avait fui en 42 devient politique d'État. Et dans les listes des éléments indésirables du département d'État, le nom de l'aristocrate mexicaine figure trop haut. C'est une mauvaise blague. Une femme dont la famille a tout perdu pendant la Révolution, une catholique convaincue, symbole d'élitisme, soudain étiquetée complice des communistes. La logique des services secrets est simpliste. Amie des radicaux de gauche comme Diego Rivera et Frida Kahlo, amante du dangereux Orson Welles. Et pire encore, elle a aidé des réfugiés antifascistes espagnols, donc ennemis de la démocratie. Le coup tombe au pire moment. En 54, Hollywood la rappelle. La 20th Century Fox lui propose un rôle dans un western grandiose, Broken Lands, avec l'illustre Spencer Tracy. Un retour parfait, gros budget, drame sérieux, rôle taillé pour elle. Dolores signe le contrat, les valises prêtes. Mais à la demande de visa, la barrière tombe. Entrée refusée. Sans explication, sans procès. Juste un tampon signifiant la mort professionnelle à l'international. La situation est humiliante. Le rôle destiné à Dolores est donné en urgence à une autre Mexicaine, Katy Jurado. Imaginez les sentiments de Del Rio en apprenant que Jurado non seulement joue son rôle, mais décroche une nomination aux Oscars. La première pour une actrice latino-américaine. Une récompense qui devait être celle de Dolores. Dépouiller en plein jour la politique comme arme. Mais Dolores Del Rio ne fait pas de scandale dans la presse. Elle choisit une autre voie. Elle écrit une lettre à l'ambassade américaine, modèle de gifle diplomatique. Elle y explique froidement « Je suis une femme de foi catholique. Je ne suis pas communiste et ne l'ai jamais été. Mon aide aux réfugiés était dictée par la charité chrétienne, non par une doctrine politique. Si dans votre pays, aider les affamés est un crime, alors je plains votre pays. » L'interdiction dure 9 longues années. 9 ans. Persona non grata dans un pays qu'il appelait autrefois sa reine. Pour toute autre actrice, cela signifierait la fin. Mais Dolores utilise cette isolation comme une opportunité. Coupée d'Hollywood, elle se plonge dans le théâtre et le cinéma mexicain, affinant son art là où les censeurs américains ne peuvent l'atteindre. Elle joue dans des pièces d'Oscar Wilde et Jean Cocteau, prouvant que son talent transcende les frontières politiques. Finalement, le système cède. L'absurdité des accusations devient évidente, même pour les plus acharnés anticommunistes. Et en 60, l'interdiction est discrètement levée. L'Amérique, tel un amant fautif, lui rouvre ses portes, espérant qu'elle a oublié l'affront. Et elle revient. Mais pas pour se venger ou prouver sa loyauté. Elle revient pour un dernier acte magnifique. Elle a plus de 50 ans et sait que le temps des premiers rôles est passé. Mais au lieu de jouer les beautés fanées, elle accepte un rôle qui lie à jamais son nom à la plus grande légende de la musique américaine. Elle s'apprête à devenir la mère de celui qui a changé le monde autant qu'elle. Acte 9. Elvis Presley et le rôle de la mère. En 1960, Hollywood a vécu un événement digne d'une rencontre entre deux galaxies. D'un côté, Elvis Presley, le roi du rock and roll, idole d'une nouvelle génération dont les déhanchements faisaient hurler les stades. De l'autre, Dolores Del Rio, légende vivante de l'âge d'or, dont la renommée résonnait bien avant la naissance d'Elvis. Quand Dolores a reçu la proposition de revenir au cinéma américain après une décennie d'exil politique, beaucoup pensaient qu'elle refuserait. Le rôle qu'on lui offrait dans le western Flaming Star était, selon les standards des stars vaniteuses, insultant. À elle, qui avait toujours incarné des séductrices fatales, on proposait de jouer la mère d'un homme adulte. Puis encore, elle devait incarner une indienne de la tribu Kiowa, une femme fatiguée, brisée par une vie dans une société raciste. Pour la plupart des actrices de son calibre, habituées aux compliments et aux gros plans, cela aurait été l'équivalent d'un aveu d'échec. Jouer une mère, c'est mourir en tant que femme, disait un dicton cruel d'Hollywood. Mais Dolores Del Rio était au-dessus de ses préjugés. Elle avait 55 ans et ne comptait pas s'engager dans une course pathétique contre le temps. Elle savait que tenter de paraître jeune était ridicule, alors qu'accepter son âge était majestueux. Elle a accepté. Et cette décision a marqué son dernier triomphe d'actrice en Amérique. Sur le plateau, l'atmosphère était étonnante. Elvis Presley, qui se comportait habituellement en maître des lieux, devenait un écolier timide en présence de Dolores.
Lui, habitué aux fans hystériques, rencontrait pour la première fois une femme de cette trempe. Les témoins se souviennent qu'Elvis ne l'appelait que Madame ou Madame Del Rio. Il était fasciné par son calme et son professionnalisme. Pour lui, garçon d'une famille modeste, Dolores incarnait cette aristocratie qu'on ne peut acheter. Dans Flaming Star, Dolores Del Rio a fait preuve d'un courage incroyable. Elle a refusé le maquillage complexe qui aurait pu masquer ses rides. Elle a laissé la caméra capturer son visage tel qu'il était, celui d'une femme qui a beaucoup vécu et beaucoup perdu. Et c'était là sa victoire. Aux côtés d'un jeune Elvis débordant d'énergie, elle ne paraissait pas vieille, elle semblait éternelle. Son personnage, Neddy Burton, était une figure tragique, une indienne mariée à un blanc, mère d'un fils métis, joué par Elvis. Ce rôle résonnait avec la propre vie de Dolores. Tout le film reposait sur le conflit de deux mondes, de deux sangs, et Dolores, mieux que quiconque, comprenait cette douleur. Dans la scène de la mort de son personnage, quand elle part mourir seule dans la lande, Dolores a joué avec une telle intensité que même les critiques, habituellement sceptiques envers les films avec Presley, ont reconnu c'était de l'art. Flaming Star n'a pas été un succès au box-office comme les comédies musicales d'Elvis, mais pour la réputation de Dolores, il a fait plus qu'une dizaine de mélodrames oubliables. Elle a offert à Hollywood une leçon magistrale sur le vieillissement digne. Elle a prouvé qu'une femme de plus de 50 ans n'était pas obligée de disparaître ou de devenir une vieille dame comique. Elle pouvait être le centre de la tension dramatique. Ce film a été son adieu au rêve américain. Elle est revenue pour leur montrer qui ils avaient perdu, et elle est partie invaincue. Elle ne cherchait plus la reconnaissance au Nord. Son cœur et sa mission appartenaient désormais à une autre sphère. Dolores Del Rio, qui avait été toute sa vie un symbole de beauté, a décidé de consacrer le reste de ses jours à ce qui est plus important que n'importe quel film, prendre soin de ceux qui viendront après elle. Elle a commencé à construire ce qui devait lui survivre. Pas un monument, mais un refuge. Acte 10. Un héritage au-delà de l'écran. La plupart des grandes actrices voient leur vie se terminer selon l'un de deux scénarios. Une lente déchéance solitaire, comme Greta Garbo enfermée dans son appartement, ou une suite interminable de chirurgies esthétiques et de tentatives pathétiques pour retenir une jeunesse fuyante lors de soirées mondaines. Dolores Del Rio a rejeté ces deux chemins. Sur l'écran, elle incarnait la vanité sans limite, mais dans la vie réelle, elle a prouvé que son cœur était plus grand que son ego. En 1970, alors qu'elle avait déjà dépassé les 65 ans, Dolores Del Rio a trouvé un nouveau rôle, sans caméra ni maquillage. Elle est devenue la protectrice des plus vulnérables de l'industrie cinématographique, les enfants. Beaucoup oublient que derrière l'éclat de l'âge d'or du cinéma mexicain se cachait une réalité brutale. Acteurs, éclairagistes, maquilleurs et costumiers travaillaient 14 heures par jour. Les femmes de cette industrie faisaient face à un dilemme terrible: carrière ou famille. Les employés des studios n'avaient pas les moyens de payer des nourrices, et les enfants grandissaient souvent littéralement sur les plateaux, parmi les câbles, la poussière et le matériel dangereux, ou restaient seuls à la maison. Dolores Del Rio, qui n'a jamais eu d'enfant elle-même, une tragédie personnelle profondément cachée, a décidé d'adopter toute une génération. Elle est devenue cofondatrice et principale force motrice d'une crèche au sein de l'Association nationale des acteurs, AENDA, la célèbre Estancia Infantil. Ce n'était pas un geste de charité formelle, où une star coupe un ruban avant de partir en limousine. Dolores a abordé la création de la crèche avec la même obsession et le même perfectionnisme qu'elle mettait dans ses rôles. Elle a personnellement étudié les méthodes pédagogiques avancées de l'époque. C'est elle qui a insisté pour que l'établissement pour enfants d'acteurs adopte le système Montessori, une méthode révolutionnaire pour le Mexique conservateur, développant la personnalité libre. Elle voulait que les enfants des costumiers et des menuisiers reçoivent une éducation du même niveau que ceux des diplomates. Elle a investi ses fonds personnels dans ce projet et utilisé toute son influence colossale pour obtenir des financements de l'État et des syndicats. Dolores Del Rio, icône de style, muse d'Orson Welles, femme dont les portraits ont été peints par Diego Rivera et José Clemente Orozco, passait désormais des heures dans les bureaux des fonctionnaires, exigeant les meilleurs lits, les meilleurs jouets et la meilleure alimentation pour ses protégés. Les témoins se souviennent de ses visites surprises à l'Estancia. Elle entrait dans la cuisine pour goûter personnellement la soupe servie aux enfants. Elle vérifiait la propreté des draps. Elle connaissait de nombreux enfants par leur prénom. Pour ces petits,
Elle n'était pas une lointaine star de cinéma en noir et blanc, mais une Templola bienveillante et incroyablement belle qui apportait des cadeaux. C'était sa rédemption et son principal héritage. Les bâtiments peuvent s'effondrer, les films peuvent passer de mode, mais des centaines de personnes, élevées dans l'amour et les soins grâce à ses efforts, sont devenues un monument vivant à sa bonté. Ces dernières années furent calmes, mais empreintes de dignité. Sa santé a commencé à décliner, l'arthrite sévère et l'hépatite minaient ses forces. Mais même alors, elle est restée fidèle à son principe. Le public ne doit voir que la perfection. Elle a progressivement fermé les portes de sa maison à la presse, ne voulant pas que le monde la voie affaiblie. C'était pas une fuite de la réalité, mais un respect pour la légende qu'elle avait construite pendant un demi-siècle. Dolores Del Rio est décédée le 11 avril 1983 à Newport Beach, en Californie. Mais son corps, selon son testament, est retourné au Mexique. Ses funérailles à la rotonde des personnes illustres à Mexico sont devenues un jour de deuil national. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour lui rendre hommage. Et parmi eux, il n'y avait pas seulement des fans de cinéma, mais aussi des enfants devenus adultes de cette même crèche, venus dire merci à leur mère adoptive. Elle est partie, prouvant la thèse principale de sa vie. Une véritable étoile brille non seulement à l'écran. Une véritable étoile réchauffe ceux qui l'entourent, même lorsque les projecteurs s'éteignent. Acte 11. Immortalité. L'histoire de Dolores Del Rio, ce n'est pas juste la biographie d'une actrice. C'est un manuel de survie dans un monde façonné par et pour les hommes. Si on écarte le vernis des magazines, les photos en noir et blanc et les listes de ses amants, il reste une vérité nue et vibrante. Dolores Del Rio a été la première à forcer la pop culture mondiale à respecter l'Amérique latine. Elle a ouvert la voie que Salma Hayek, Jennifer Lopez, Penélope Cruz et Eiza González emprunteront des décennies plus tard. Mais il y a une différence colossale. Les stars d'aujourd'hui avancent sur une autoroute déjà pavée, avec des règles établies, des agents spécialisés dans la diversité et une demande sociale pour l'inclusivité. Dolores Del Rio, elle, traversait la jungle, machette à la main. Elle a dû se frayer un chemin seule, à une époque où mexicaine à Hollywood était synonyme de femme de ménage ou de prostituée. Sa grandeur ne réside pas dans sa beauté. La beauté, c'est une loterie génétique, un cadeau de la nature qui ne vaut rien sans caractère. Sa grandeur, c'est la manière dont elle a utilisé ce cadeau. Elle a transformé son visage en outil politique. Elle a utilisé l'admiration des hommes pour les forcer à écouter ce qu'elle avait à dire. Elle a utilisé la jalousie des femmes pour leur dicter la mode et le style. Elle était un cheval de Troie. Les Américains l'ont accueillie comme une image exotique, et elle a détruit de l'intérieur leurs stéréotypes sur les latinos. Dolores a prouvé que la dignité est la monnaie la plus convertible. Elle aurait pu gagner des millions en continuant à jouer les beautés vulgaires. Elle aurait pu rester à Hollywood et subir les humiliations pour un chèque. Mais elle a choisi le risque. Elle a choisi de retourner au Mexique, dans une industrie quasi inexistante, et de la construire de ses propres mains. Sans Dolores Del Rio, l'âge d'or du cinéma mexicain serait peut-être resté un phénomène local. Elle lui a donné le lustre et l'envergure internationale qui ont fait se lever Cannes et Venise. On a souvent pitié des stars du passé en disant « Ah, quelle fin tragique !» Mais Dolores n'a pas besoin de notre pitié. Elle a besoin qu'on l'étudie. Elle a vaincu le temps qui tue habituellement les actrices. Elle a vaincu le système qui a tenté de la briser. Elle a même vaincu la mort car son image de Maria Candelaria ou d'aristocrate en maillot de bain blanc fait partie de l'ADN culturel de l'humanité. Aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on parle de femmes fortes, on imagine souvent quelqu'un de bruyant, d'agressif, qui fonce dans le tas. Dolores Del Rio nous offre un autre modèle de force. La force, ce n'est pas crier. La force, c'est le silence. La force, c'est la capacité de garder le dos droit quand le monde s'écroule autour de vous. La force, c'est savoir partir à temps, pour rester une légende et non un sujet de moquerie. Elle nous a quittés il y a plus de 40 ans, mais sa leçon est plus pertinente que jamais. À une époque où chacun cherche à devenir une star en 15 secondes sur les réseaux sociaux, Dolores nous rappelle. Une vraie star, ce n'est pas un éclair, c'est une lumière qui réchauffe pendant des décennies. Elle a été la première latina à conquérir le monde, mais elle ne l'a pas fait pour que le monde tombe à ses pieds. Elle l'a fait pour relever son peuple. Et si vous pensez tout savoir sur le prix de la gloire, vous vous trompez. Parce que l'histoire de Dolores Del Rio n'est que la pointe de l'iceberg dans l'océan des secrets de l'âge d'or.
Vous venez de voir comment une femme, avec un calme glacial, a surpassé tout un empire. Mais dans l'histoire du cinéma, il y a l'autre face de la médaille, le feu qui brûlait tout sur son passage. Si la stratégie froide de Dolores vous a impressionné, vous serez choqué par l'histoire de sa principale rivale. Une femme qui portait un pistolet dans son sac à main, qui était amie avec des présidents et qui faisait pleurer les hommes de peur. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, car les prochaines chroniques révéleront des secrets que l'on a tenté d'enterrer avec leurs propriétaires. À bientôt, dans l'obscurité de la salle de cinéma.